cette nouvelle structure comporterait un conseil d'administration qui ne comporterait justement plus de représentants de l'État. On espère au moins que dans les jours qui viennent, le gouvernement va daigner recevoir des organisations syndicales pour aborder ce sujet-là. Deuxième chose, toujours dans le projet, j'insiste bien de parler de la presse, puisque en interne, la direction générale de Renault ne nous a donné aucune information en amont. Et pour ce qui est de l'aval, c'est-à-dire de ce qui a suivi le conseil d'administration, en réalité, nous n'avons eu droit qu'à la lecture du communiqué de presse de la direction que vous avez sans doute vu, dans lequel on n'y apprend pas grand-chose. Alors, deuxième élément important selon nous, c'est que toujours dans le cadre de cette fusion-là, c'est globalement la famille Agnelli qui devient l'actionnaire de référence, puisque la famille Agnelli disposerait de 15% du capital de cette nouvelle structure, ce qui veut dire, entre autres, eh bien, que la famille aurait un poids assez considérable sur la stratégie des entreprises et donc de Renault. Autre point, c'est qu'on ne sait pas ce que devient dans ce montage-là la réalité de l'alliance Renault-Nissan. Et donc, les partenariats, notamment en ce qui concerne les plateformes, en ce qui concerne différents modèles qui sont, dans l'état actuel des choses, travaillés en commun. On nous dit qu'il va y avoir l'effet volume qui devrait être profitable aux deux entreprises, notamment sur la complémentarité, entre autres, des marchés. On fera juste une remarque. C'était le même argument, et c'est l'argument que Renault utilise depuis maintenant une vingtaine d'années, dans les prises de participation capitalistique. C'est vrai pour Nissan, c'est vrai pour Samsung, c'est vrai pour Avtovaz, où Renault nous a toujours vendu des prises de participation pour le profit de Renault. Et là, je ne parle pas des actionnaires, c'était d'abord pour l'augmentation des volumes de production. En réalité, quand on regarde l'évolution de vente de la gamme Renault, ce que j'appellerais la gamme historique de Renault, c'est par rapport à 2005, alors je prends 2005 puisque c'est l'arrivée de Carlos Ghosn comme PDG de Renault, on a chuté puisque Renault vend 20%, c'est-à-dire 460 000 véhicules à peu près de moins de ce qu'on en vendait à travers le monde en 2005. Deuxième chose, sur les véhicules produits en France, la production française est de 42% inférieure à ce qu'elle était également en 2005. Donc on ne peut pas considérer sur le plan des volumes de production, eh bien, que le fait de prendre des prises de participation dans d'autres entreprises ait un impact positif, et notamment pour l'emploi en France. Alors sur le plan social, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est à minima plus de 22 000 suppressions d'emplois depuis 2005, des conditions de travail largement détériorées, une augmentation du temps de travail, enfin bref, je ne fais pas la liste et l'inventaire, mais socialement, c'est plutôt assez catastrophique pour ce que les salariés ont vécu en France. Enfin, si Renault n'a pas été très loquace sur le contenu de ce que serait cette nouvelle entité, la lecture du communiqué de presse de Fiat Chrysler Automobile est largement plus long, puisqu'ils évoquent de manière, à mon avis, sans équivoque, je cite, une structure qui permettrait une politique de dividendes robuste pour l'avenir et particulièrement profitable pour les futurs actionnaires. Or, on sait que lorsqu'il s'agit de fusion, lorsqu'on parle de synergie, eh bien, en général, c'est la suppression des doublons. On l'a déjà connu avec Renault-Nissan, et ce sont finalement les salariés qui payent le prix fort en suppression d'emplois, en mise en concurrence des salariés à travers le monde, et en fonction, en tout cas, en opposition à l'ensemble des autres entreprises.